Bonjour à tous et bienvenue sur le DVD technique entretien de Moto Verte. On est aujourd'hui chez KTM France, donc on va partir à la rencontre de Maxime et Gérard qui vont nous donner tous les conseils pour entretenir votre moto, l'entretien périodique, l'entretien courant, du rodage jusqu'à la revente de la moto. C'est parti. Bonjour messieurs. Nos amis de Moto Verte. Bonjour. Bienvenue. Ça va Maxime? Ça va et toi Jordan? Très bien. Bonjour Jordan. Bonjour Gérard, comment ça va? Ça va bien. Toi aussi? Oui, tout à fait. Donc, Maxime Pergier, mécanicien chez KTM France. Maxime sort d'une école de mécanique. Il a une approche quasi chirurgicale de la mécanique. Et Gérard? Qu'est-ce que tu vas pouvoir rajouter? Gérard, l'expérience du terrain, des conseils pratiques, des astuces. T'en as plein en stock? Ben, je l'espère. Eh ben, on va vérifier ça tout de suite, mon Gérard. Allez, c'est parti. Donc sortie du concessionnaire, une moto n'est pas toujours prête pour la compétition, notamment pour les motos d'enduro. Donc ils doivent passer toutes les homologations. Donc Maxime, quelles sont les étapes pour rendre une moto d'enduro adaptée à la compétition? Alors pour la compétition, on va remplacer un certain nombre de pièces qui sont livrées avec le véhicule. Donc on va remplacer tout ce qui est système de clignotant, on va l'enlever pour éviter de les dégrader lors des chutes ou autres. On va remplacer le système d'échappement qui est catalysé d'origine. On a un échappement qui est non catalysé, qui est fourni avec le véhicule, donc on va le remplacer. On va remplacer les réglages de carburation qui sont donnés aussi dans le manuel d'utilisation. On va remplacer le gicleur de starter, le gicleur de ralenti, le gicleur principal et l'aiguille avec son positionnement. On va remplacer aussi la cage à filtre qui laisse passer moins d'air en version standard par rapport à la version compétition. On va remplacer tout ce qui est braqué, donc la couronne plus le pignon de sortie de boîte. Il y a une chaîne qui est donnée, une chaîne à jointorique qui est donnée aussi avec le véhicule. On va enlever la commande de starter qui est positionnée au guidon. Pour un aspect pratique, on va la mettre au niveau du carburateur. On va enlever aussi au niveau de la béquille, on va enlever le système de rappel pour ne pas avoir de problème quand on manipule la moto avec la béquille, pour pas que la béquille revienne directement. Donc tout ça, c'est des opérations très simples au niveau de la mécanique. C'est assez simple, mis à part, on va dire, les réglages de carburation qui, si on l'a jamais fait, sont un peu plus compliqués, on va dire. Après, tout le reste, c'est assez basique. Ok. C'est assez basique. Donc Maxime, la première étape pour préparer une moto d'enduro, tu le disais, c'est les clignotants dans un premier temps. Donc dans un premier temps, on va enlever le système de clignotant qui n'est pas nécessaire pour la compétition. On va enlever le commodo aussi. Plutôt que de l'avoir, on peut l'enlever, on peut le laisser, on peut très bien le laisser, mais je conseille de l'enlever. Le système d'échappement, le collecteur d'échappement d'origine, ouais, qui est catalysé. On voit la petite grille ici aussi. Ouais. On voit le nid d'abeille. Donc après, on va passer au réglage de carburation. Donc sur l'aiguille, on va remplacer l'aiguille ainsi que son positionnement. Pour compter le nombre de crans, on part toujours du haut. Donc le premier cran est en haut, deuxième cran en dessous, et ainsi de suite. On va remplacer le gicleur de ralenti, le gicleur principal et le gicleur de starter. Après, on va remplacer le braquet. Donc là, sur un 125 XEC, donc standard, elle arrive en 14,42. On va mettre du 13,50. On va enlever le rappel de la béquille pour une histoire de pratique. On va remplacer la cage de filtre à air qui, comme on peut le voir, est assez Ouais, brillée. ça laisse pas passer beaucoup d'air. Ça laisse passer très peu d'air. Et on va enlever la commande de starter au guidon, D'accord. tout simplement. Donc ça, en version standard, en version sortie de magasin, c'est une moto qui est pas puissante, qui fait pas beaucoup de chevaux. C'est une moto qui est très peu performante par rapport à la version compétition. D'accord, ok. Donc Gérard, quelle est l'erreur à ne pas faire quand on prépare sa moto pour la compétition? Alors, une des erreurs qui est très simple à éviter et qui peut éviter toute angoisse au moment de la mise en route de la moto après avoir intervenu sur le carburateur, c'est tout simplement vérifier que le boisseau de carburateur descend à sa position inférieure. Alors, on met la main sur le carbu, on met un ou deux coups sur la poignée de gaz et on sent que ça tape dans le carburateur, ce qui veut dire que
au moment du démarrage, on est absolument sûr que la moto ne va pas partir en balai. Donc les machines enduro sont maintenant équipées pour la plupart de démarreurs électriques. Le démarreur fonctionne avec une batterie. Donc il y a un détail qui est souvent négligé, c'est la préparation de cette batterie neuve. Et souvent des erreurs de fait. Maxime, comment on prépare une batterie correctement? Donc pour préparer la batterie, donc on met l'acide en premier lieu. On va laisser l'acide pénétrer à l'intérieur de la batterie pendant une durée d'à peu près 1 heure. Donc on va la laisser reposer pendant 1 heure. L'acide va descendre dans la batterie. Après, on enlève. À ce moment-là, au bout d'1 heure, pas avant, on va mettre le cabuchon, mais sans utiliser de marteau ni de maillet. On va l'enfoncer à la main. En douceur. En douceur, tout simplement pour ne pas abîmer les éléments qui sont à l'intérieur. D'accord. Une fois que cette opération est faite, on va mettre la batterie en charge avec un petit chargeur de batterie qui est très utile quand on a une moto à démarreur, on va dire. Ça, c'est un outil qui est indispensable, tout simplement. Donc la durée de vie d'une batterie mal préparée, c'est combien? Et la durée de vie d'une batterie bien préparée, c'est combien? On va dire qu'une batterie qui est mal préparée, elle va durer 1 an ou 2, alors qu'une batterie qui est bien préparée, on peut aller jusqu'à 3 ou 4 ans. D'accord. Il y a besoin de la recharger quand la moto tourne pas pendant un petit moment? Tout à fait, ouais, on peut la mettre en charge. La durée de charge, c'est à peu près d'une nuit, on va dire 12 heures. Donc on la met le soir avant de rouler, le vendredi soir si on veut rouler le samedi matin. On met sa batterie en charge. Il y a un petit indicateur. Donc là, ça va nous dessiner une batterie. On a 4 graduations. Ça va monter petit à petit. Et quand les graduations sont complètement allumées, ça veut dire que la batterie est chargée et on peut rouler sans problème. D'accord. Au niveau du chargeur, le rouge sur le positif, le noir sur le négatif, ça va de soi, mais c'est mieux. Mais c'est mieux. Bien de préciser. Merci. Donc avant d'aller rouler, il y a un détail qui a aussi son importance, c'est la pression des pneus. Quand les motos arrivent chez les concessionnaires, elles sont généralement à 3 bars. Et en fait, donc c'est une pression qui est beaucoup trop importante. Il faut refaire la pression des pneus. Combien tu préconises toi pour la pression des pneus, Maxime? On va dire entre 800 grammes et 1 kg. 800 grammes et 1 kg. Ouais. Voilà, c'est simple à faire avec un petit mano. On reviendra tout à l'heure quand on parlera du changement de pneus. Et donc ensuite, la moto est théoriquement prête à aller rouler. On peut aller mettre du gaz sans problème. Voilà, donc on va peut-être attendre le rodage avant d'aller mettre du gaz. Donc comment on fait un bon rodage? Est-ce que le rodage est indispensable? Le rodage est indispensable. Déjà en premier lieu, quand on aura mis la moto en version compétition ou pas, on va démarrer la moto. On va la laisser tourner à peu près 15 minutes au ralenti, tout simplement pour roder la laine de roche qui est à l'intérieur du silencieux. D'accord. Pour pas qu'elle crame directement. C'est comme tout, c'est comme le moteur, la laine de roche a besoin d'être rodée aussi. Et après, au niveau du rodage, on va utiliser la moto à 75% de la puissance maxi. D'accord. On va essayer de ne pas dépasser les 7000 tours minute. Tout ça pendant 3 heures. D'accord. Et au bout des 3 heures, on va pouvoir effectuer une première vidange sur un 4 temps. Sur un 2 temps, on peut attendre 10 heures avant de faire la première vidange. D'accord. Est-ce qu'il y a une procédure sur l'utilisation, par exemple? Rouler 15 minutes, la laisser reposer 15 minutes, ce genre de procédure? C'est une bonne méthode aussi. On peut, par exemple pour le moteur, rien qu'au ralenti, sans rouler, faire chauffer le moteur pendant 10 minutes, un quart d'heure. D'accord. La laisser refroidir, la laisser chauffer 15 minutes, la laisser refroidir, ainsi de suite. Faire ça 2-3 fois, c'est très bien pour le moteur. Combien de temps dure le rodage, Maxime, sur un 4 temps et sur un 2 temps? On peut estimer qu'un rodage, au bout de 3 heures, on peut après aller au-delà de 75% de la puissance. D'accord. Jusqu'à 10 heures, quand même, on va essayer de pas trop taper dans le moteur. D'accord. Donc pour un 4 temps, pour un 2 temps, 3 heures de rodage. 3 heures de rodage. Et ensuite ça commence à... Jusqu'à 10 heures, et après on peut aller jusqu'à 10 heures sans trop taper dedans, et après 10 heures, on peut mettre du gros gaz. D'accord. Le rodage est effectué, donc on a été faire les 3 heures de rodage. Maxime, quelles sont les opérations à effectuer une fois que la moto est rodée, une fois que la moto a été utilisée dans un premier temps? Dans un premier temps, on va nettoyer la moto, bien sûr. Donc là, on a eu de bonnes conditions, la moto est à peu près propre. Là, on n'a pas trop sali la moto, on va dire. Donc on va tendre les rayons en premier lieu. Parce que au bout de 3 heures, les rayons vont vraiment se détendre. Et jusqu'à 10 heures, on va dire, il va falloir retendre les rayons à chaque sortie.
D'accord. Donc d'une manière générale, après la première utilisation, le point crucial c'est de contrôler les serrages. Oui, tout à fait. Donc on va contrôler les serrages. Donc on peut partir de l'arrière de la moto vers l'avant. Donc on va contrôler le serrage de la roue arrière. On va contrôler le serrage de l'échappement, ici et ici. On va contrôler les serrages de tout ce qui est habillage plastique, ici, ici. On va contrôler le serrage du mètre-cylindre de frein arrière, donc ici, ici. Toutes les vis moteurs. Ça on n'y pense pas souvent aussi, mais c'est vrai que les vis moteurs après la première utilisation, peut-être tendance à se desserrer parfois. Ça peut bouger de moins en moins. De moins en moins, mais on peut. C'est toujours bon de le contrôler, ouais. C'est aussi bien. Donc ici. Après, on va contrôler les serrages au niveau de la roue avant, les protections de fourche, ici, ici, ici. La roue avant, le bridage de la roue avant, de l'axe. Contrôler le serrage du sélecteur, béquille, vis moteur, étrier. Contrôler les niveaux aussi après le rodage, Maxime, au niveau de l'huile, de l'eau. Ouais, on va contrôler le niveau d'eau. Donc pour le niveau d'eau, on va faire ça bien évidemment en moteur froid. D'accord. C'est mieux. C'est mieux. Ça évite de finir aux urgences. Donc on va ouvrir. Hop. Donc là, on va contrôler que le niveau d'eau arrive juste en dessus des ailettes à l'intérieur. D'accord. On refait jamais le niveau avec de l'eau. On préfère toujours le liquide de refroidissement. Liquide de refroidissement, bien sûr. On pourrait le faire avec de l'eau déminéralisée. Mais c'est vrai que si on stocke sa moto dans un garage qui est très froid l'hiver, si on met de l'eau déminéralisée, même de l'eau déminéralisée je vais dire, le système de refroidissement peut geler et on peut endommager le système de refroidissement. Et le liquide de refroidissement a aussi un petit pouvoir lubrifiant sur la pompe. C'est vrai. C'est vrai, il y a un petit pouvoir lubrifiant et c'est surtout au niveau, il n'y a pas de calcaire et il n'est pas contraint au gel. Donc ça coûte quelques euros, mais il vaut mieux de toute façon mettre du vrai liquide de refroidissement. Gérard, point très important donc après la première utilisation, c'est vraiment le contrôle et l'entretien de la roue arrière. Oui, alors Maxime a déjà parlé des serrages. Il y en a un qui est particulièrement à vérifier, c'est les vis de couronne. Ça, c'est quelque chose qui peut bouger et qui peut être désagréable, il faut y penser. Sinon, les rayons avant et arrière font partie des éléments qui sont susceptibles de bouger et qu'il faut contrôler systématiquement, je dirais 2-3 fois après la mise en route de la moto. D'accord. Alors, on a deux types de clés à rayons. On a maintenant une clé dynamométrique qui permet d'appliquer le bon couple de serrage sur la roue. Et sinon, il y a les clés tout à fait conventionnelles qui permettent quand même de faire un bon boulot à partir du moment où on ne se comporte pas comme une brute. Il y a une méthode pour serrer les rayons. Alors, sur la première, sur la mise en route, après la mise en route, le premier roulage, ce qu'il faut faire, c'est pas se casser la tête. On n'aura pas introduit de voile ou de défaut de saut sur la jante. Il faut juste vérifier que les rayons soient serrés. Déjà à la main, ça peut donner une indication. Bien penser que les premiers à se desserrer sont toujours ceux, on le constate, près du gripster. Donc si on n'a pas le temps et qu'il y en a deux à aller bouger, c'est ceux-là. Et ensuite, un coup de clé sur chaque rayon à la suite les uns des autres. Un petit quart de tour. Voilà, pour assurer le serrage. Il faut savoir que ça va bouger pendant les 3 premières sorties et que si cet entretien-là a été bien fait, la roue, elle a une durée de vie quasi infinie, mis à part des problèmes de jantes ou des chocs. D'accord. Mais ça ne bougera plus au niveau des rayons. Les rayons vont toujours finir par se gripper plus ou moins. Et si la tension est bonne du départ, c'est pas un problème. D'accord. Tu parlais tout à l'heure du serrage de couronne. C'est vrai que c'est quelque chose de très important parce que si la vis a bougé un petit peu, ça va ovaliser le trou dans le moyeu et là ça peut coûter cher. Voilà, ça peut aller très loin au niveau des frais. Alors le principe pour serrer une couronne, c'est pour serrer un boulon, en règle générale, c'est on met une clé sur la partie boulon et on serre l'écrou. D'accord. Pour ne pas avoir de frottement à combattre, on bloque le boulon sur la couronne et c'est avec l'écrou qu'on applique le serrage. Allez, la moto est rodée maintenant, il est temps d'aller la nettoyer. Il y a une procédure qui est assez simple, mais il faut la suivre à la lettre pour assurer une bonne durée de vie. Donc déjà, la mettre sur le trépied, c'est tout bête, mais certains n'utilisent pas forcément la bonne méthode. Il n'y a pas besoin de beaucoup de force. En fait, il s'agit de mettre la moto en butée, d'attraper le bras de fourche et de soulever avec les jambes.
et de la poser délicatement sur le pied. Ça le fait tout seul. Maxime, quelle est la procédure donc pré-lavage? Donc pour le pré-lavage, en premier lieu, on va obstruer toutes les entrées et sorties, donc l'échappement. D'accord. Je te laisse le faire. Avec une petite carotte, ça coûte pas très cher, c'est indispensable, de manière à ce que ce soit bien hermétique. Donc au niveau du filtre à air, on va enlever la trappe pour le filtre. On va enlever le filtre à air aussi. Hop. En faisant bien attention de ne pas mettre de poussière dans le cornet. On va mettre un petit chiffon, donc papier ou tissu propre, toujours, c'est mieux. On va bien l'enfoncer au niveau du carburateur. Ça c'est pareil, indispensable. Ça coûte quelques euros et ça peut vous faire économiser beaucoup d'argent. Donc on le place à l'intérieur, en lieu et place du filtre. Au niveau du pignon de sortie de boîte, enlever la vis qui est ici. Pour éviter donc tous les résidus de terre. Qui viennent fréquemment se mettre à cet endroit-là. Voilà. Comme on peut le voir. C'est une petite opération, une toute petite vis. On peut la remettre en lieu et place pour éviter de la perdre. Ça évite, ouais. C'est mieux. On ferme l'essence, bien sûr. On enlève le petit collier. On enlève la durite. Ne pas oublier aussi d'obstruer l'admission d'essence. Avec une petite vis. Là, j'ai une petite vis. Après, on peut prendre ce qu'on veut à partir du moment où le diamètre correspond. Voilà. On démonte le réservoir, mais on ne fait pas n'importe quoi avec. Le réservoir, c'est quelque chose d'important. Il faut le manipuler avec soin. Donc Maxime, qu'est-ce que tu préconises avec ce réservoir? On le pose par terre dans la pelouse? Alors, on va le mettre dans la boue. Non, on va le mettre bien sûr sur un sol propre ou sur l'établi de préférence. Voilà, donc on évite d'abîmer le petit réservoir de voilà. Sortie du robinet. Donc pour les modèles à carburateur, une petite vis suffit pour imperméabiliser le système d'essence. Sur l'injection, il faut être un petit peu plus soigneux. Donc il existe un petit outil qui permet d'imperméabiliser le système. Alors ça se monte très simplement. Donc voilà, ce petit outil se place très simplement. Donc on débranche la connectique, on branche, voilà, ce petit préservatif qui permet d'imperméabiliser le réservoir, et le deuxième petit morceau se branche en lieu et place. Et là, on peut démonter le réservoir et on peut laver la moto. Le système est parfaitement étanche. La moto est maintenant démontée. Donc c'était deux petites opérations très simples. Ça nous a pris 5 minutes. Et maintenant, on a accès donc au châssis, au-dessus du moteur, au radiateur, à la boîte à air. Les composantes vraiment vitales de la moto sont maintenant accessibles et prêtes à être nettoyées. Donc pour le nettoyage, on va passer un produit nettoyant sur toute la moto. Donc on peut le faire à sec. On en passe de partout. Ensuite, sur les roues. On le laisse agir quelques minutes. Donc pour le nettoyage de la moto, très important, on va commencer par le haut, finir par le bas, commencer d'un côté, finir par l'autre côté. De la méthode, ça permet de gagner du temps, ça permet de rien oublier et ça permet d'avoir une moto vraiment propre à l'arrivée. Donc le point sensible de la moto, surtout avec un laveur haute pression, c'est les radiateurs. Donc il y a vraiment besoin d'avoir une certaine douceur, un certain respect avec le matériel. Donc on part de l'arrière, on monte de haut en bas, ça permet de ne pas casser les petites ailettes qui sont très fragiles. Donc la moto a été prélavée maintenant. Pour vraiment la laver dans sa totalité, on va la descendre du pied et on va la mettre en butée avec le guidon pour pouvoir avoir accès donc au dessous du moteur, au dessous du cadre et pouvoir nettoyer ce genre de détails, par exemple les vis de réglage de fourche. On a une toute autre vue de la moto, notamment au niveau du bras oscillant, des étriers de frein. Donc ça permet vraiment de nettoyer la moto dans sa totalité. Donc insister aussi donc sur toutes les parties qu'on aura à entretenir après, notamment au niveau de la vidange. Il va falloir penser à faire la vidange. Donc bien nettoyer les accès, les vis, les contenants, pour permettre de pouvoir faire de la mécanique dans de bonnes conditions ensuite à l'atelier. La moto est propre, la moto est nettoyée au Karcher. Maintenant, il est temps de la souffler. C'est une étape importante. Donc si vous n'avez pas de soufflette,
et que vous avez une belle journée comme aujourd'hui, vous pouvez la laisser sécher une petite dizaine de minutes au soleil. Mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir une petite soufflette, un petit compresseur. Maxime, c'est pareil, j'imagine que après le Karcher où il y a une méthode pour la souffler, il y a aussi une méthode. Il y a une méthode, donc ce que je conseille en premier lieu, on va asperger la moto, sauf les freins, je le répéterai jamais assez, d'un produit assez gras, comme le Protect & Shine. Donc on va bien en mettre partout sur le moteur, tant que la moto est humide. Avant de souffler. Avant de souffler, bien sûr. On voit déjà que ça enlève quand même, c'est vrai que ça enlève de l'humidité, on voit les gouttes qui perlent, on voit les gouttes qui tombent déjà dans un premier temps. Et là on va procéder, on va attaquer du haut vers le bas et on va enlever, on va chasser toute l'eau. D'accord. Donc voilà, l'étape de la soufflette est très importante. Il y a aussi une méthode pour les radiateurs. Donc on souffle toujours perpendiculaire au niveau des ailettes. La petite astuce consiste à tourner le guidon pour que le garde-boue protège donc des projections de produits gras pour le disque. Ça permet de conserver donc des éléments propres et dégraissés. Donc là on souffle aussi donc tous les composants électriques. Ça permet aussi d'avoir un bon visuel aussi sur ces composants, de voir s'il n'y a rien d'abîmé. Ça enlève aussi les dernières petites traces de terre ou les dernières petites saletés qu'on n'a pas pu nettoyer avec le Karcher ou qu'on aurait pu oublier. Donc la soufflette, c'est vraiment un outil indispensable pour le nettoyage. Donc quand on démonte l'obstruateur, donc c'est important de mettre un petit coup de chiffon à l'intérieur du cornet, parce qu'il y a malgré tout toujours un petit peu d'eau, des petites gouttelettes qui ont tendance à couler. Et voilà, c'est important d'avoir vraiment un cornet qui soit propre. C'est vraiment le poumon de la moto, c'est important de le garder vraiment super nickel, quoi. Donc c'est bien aussi important de faire attention quand on replace le filtre à air, de ne pas laisser tomber de terre ou de poussière qui pourrait rester dans la boîte à air. Donc si on a bien suivi les étapes précédentes, normalement il n'y a pas de problème parce que la boîte à air est bien propre et nickel. Mais c'est important aussi de penser à ça, Maxime. Ouais, tout à fait. Et de bien penser que le filtre à air plaque bien contre sa face d'appui, qu'il ne soit pas légèrement décalé. Et à ce moment-là, si le filtre à air est légèrement décalé, il y a des impuretés qui vont rentrer à l'intérieur du moteur et endommager les pièces à terre. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais le souffle, enfin l'aspiration du moteur est très importante. Et donc c'est vrai que si il y a un petit jour à ce niveau-là, tout va rentrer. La dépression va faire que toutes les impuretés vont rentrer. Et donc finalement le filtre à air ne sert plus à rien. Donc c'est important de bien plaquer le filtre à air à ce niveau-là. Ouais, on va la démarrer pour sécher l'ensemble. On va s'occuper de la chaîne en même temps. On va faire tourner la roue arrière pour évacuer toute l'humidité qui est à l'intérieur de la chaîne. Là j'enlève le starter. On va garder la moto un peu accélérée. Se pencher sur le côté. On peut le faire très bien aussi avec une moto de cross avec la béquille sur le côté. On passe la première. On peut passer tous les rapports en même temps. Comme ça, l'eau s'évacue. Faire attention à ne pas reposer la roue arrière pendant qu'on est en cinquième. C'est mieux parce que la moto peut partir très loin chez le voisin, on va dire. Alors on repasse le point mort. Donc voilà, ça permet donc toutes les vibrations permettent aux dernières gouttelettes d'eau de s'évacuer et la force centrifuge donc pousse l'humidité sur la chaîne. Donc voilà. Ensuite, la petite astuce, c'est de fermer l'essence et de laisser la moto se vider donc au niveau de l'essence, que si on stocke la moto plusieurs jours, il peut y avoir des dépôts qui se forment au niveau de la cuve. Mais après on va avoir des problèmes à démarrer la moto. Voilà, donc c'est mieux de stocker toujours la moto avec une cuve vide. Donc si on ne peut pas démarrer la moto, il y a une petite vis en dessous, on vide la cuve, on remet la petite vis. Et voilà, comme ça la moto est stockée dans de bonnes conditions et pour la prochaine utilisation ça évite donc d'avoir des résidus dans le carbu qui ensuite passent dans le moteur. Voilà, on laisse la moto s'éteindre telle qu'elle. La moto est lavée, la moto est soufflée, maintenant il va être temps de la graisser. Donc il y a certains points très importants qu'il ne faut pas négliger. On va graisser toutes les articulations, notamment au niveau des repose-pieds, de la béquille, du sélecteur. Enfin, il y a beaucoup de petits endroits comme ça où il faut mettre un petit filet de graisse, Maxime. Tout à fait, ouais. En premier lieu, ce qu'on peut faire, c'est mettre un chiffon sur les disques pour pas lubrifier les disques. On ne répétera jamais assez. Donc on va utiliser un silicone
pour lubrifier et nourrir un peu le plastique pour que l'aspect soit meilleur. Donc on va pulvériser un peu de partout. Le plastique, protège-main, garde-boue. À l'arrière aussi, toujours en évitant les roues. Là, derrière, le passage de roues. Petite astuce aussi, c'est intéressant de graisser donc sous les garde-boue. Ça évite que pour la prochaine utilisation dans des conditions peut-être un peu grasses, ça évite que la terre colle de trop. Donc voilà, c'est intéressant de graisser sous les garde-boue. Pour graisser donc toutes ces articulations, on va utiliser un dégrippant. Ouais, tout à fait, un lubrifiant. Donc les repose-pieds, on lubrifie. On fait fonctionner on une fois ou deux. Le cache-poussière du sélecteur, on lubrifie. Le ressort du sélecteur, on lubrifie, on actionne à chaque fois. La béquille latérale, pareil, on lubrifie. On l'actionne de haut en bas. Pour bien que la graisse pénètre à l'intérieur de l'articulation. Le cache-poussière de la roue arrière, seulement du côté couronne, pas du côté disque, pour pas lubrifier le disque encore une fois. De l'articulation du PDS, pareil, un petit filet. Pareil pour les biellettes, on n'hésite pas d'y aller quand il y a des biellettes. On y va. Allez. Comme tu disais, ça c'est vrai que c'est très important de lubrifier ces parties-là. Ça permet vraiment de gagner en durée de vie. Ça évite que la moto vibre, prenne du jeu. C'est important que toutes ces pièces mécaniques soient dans un bon état de fonctionnement, soient bien lubrifiées. Ouais. Quand les conditions sont très grasses, on enlève les caches-poussières pour les nettoyer avec le laveur. Bon là on avait des bonnes conditions, la moto était pas trop sale. Par contre c'est quand même important d'entretenir ces caches-poussières et ces joints spi, Maxime. Tout à fait, donc là on va déclipser le cache-poussière. On introduit avec un petit tournevis un plat. petit tournevis plat entre le cache-poussière et le bras de suspension. On va légèrement l'ouvrir. Hop, on le fait descendre un petit peu. Donc là, à ce niveau-là, il y a plusieurs écoles. Il y a des personnes qui utilisent du lubrifiant, des personnes qui utilisent du silicone pour lubrifier. Moi, personnellement, je préconise le lubrifiant. On va badigeonner. Le mieux, c'est de mettre un petit chiffon pour que ça aille pas sur le disque. Toujours une fois encore. Voilà, ça permet aussi d'avoir des joints spi qui sont lubrifiés. Des joints spi qui sont trop secs, si on remise la moto et qu'on ne l'utilise pas pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, les joints spi vont sécher et au prochain gros choc, le joint spi va céder et on risque d'avoir une réparation supplémentaire à faire pour la prochaine fois. C'est toujours ennuyeux. Tout à fait, et on gagne en confort aussi. Et on gagne en confort, voilà, ça reste bien souple. Donc la dernière étape du remisage, Maxime, c'est de vider l'air des tubes de fourche. C'est important, ça peut endommager les joints spi? Oui, et pareil au niveau du confort, ça va endommager les joints spi et on va avoir une fourche qui est un peu plus souple. Donc on va monter la moto sur le trépied. Jamais faire le réglage, donc quand la roue, enfin Non. Jamais. Il y a des personnes qui le font, mais la vraie méthode, c'est de monter. Voilà, on explique pourquoi. C'est parce que sinon, il va y avoir ça va créer une sorte de dépression et ça va être aussi néfaste pour les joints spi. Tout à fait, une surpression. C'est toujours la vis qui est le plus à l'extérieur du tube de fourche. Sur les modèles cross, on en a une deuxième à l'intérieur, mais c'est pas la même. C'est toujours celle qui est le plus à l'extérieur. Voilà, l'air s'échappe. Et on revisse. Et on referme, une fois que l'air s'est échappé. Donc Gérard, il y a une idée reçue qui veut que l'essence vieillit mal, enfin l'essence aurait tendance à bouffer l'huile. Alors, pour ce qui est du mélange, il faut savoir qu'avec les huiles actuelles, on n'a aucun problème. Une bonne synthèse, si elle est bien mélangée au départ dans le jerrycan, le mélange ne va pas se défaire, c'est irréversible. D'accord. Par contre, le mélange se fait moins facilement que ce qu'on pense. Il faut vraiment agiter le bidon très correctement. Donc on ne va pas avoir de dépôt d'huile au fond du réservoir si le mélange a été bien fait. Ça, c'est clair. Après, pour les durées de vie, il faut savoir que dans le carburateur, dans le cas du carburateur, l'essence va vieillir beaucoup plus vite que dans le réservoir. On dit qu'elle reste moins fraîche dans le carburateur, dans la cuve du carburateur. Quelle est la raison à ça? Tout simplement les tuyaux d'aération qui font que c'est un peu comme si on laissait l'essence dans un verre. Voilà, l'essence s'évapore et tout ce qui s'évapore, c'est tout ce qui est bon au redémarrage. Donc vider le carbu, soit avant le remisage, c'est l'idéal, soit au moins avant de repartir, c'est favorable au redémarrage de la moto, sachant que l'essence dans le réservoir est beaucoup moins aérée, elle va vieillir mieux. Ceci dit, les essences sont en constante évolution et avec ce qui se passe au niveau des formulations, ce que je vous dis maintenant sera peut-être plus valable dans 1 an ou 2 ans. Donc soyez toujours prudents, une essence, ça vieillit malgré tout
que ce soit dans un réservoir ou dans un jerrycan. On peut la laisser, par exemple, si on ne sert pas de la moto pendant 2-3 semaines, l'essence elle va pas non plus périner. Si le mélange a été fait correctement, dans le cas du mélange, mais même si c'est de l'essence pure, au bout de 2-3 semaines, il n'y a pas de problème. La moto va redémarrer, l'essence n'est pas à jeter. D'accord, donc on risque rien à ce niveau-là, donc on peut laisser l'essence sans problème quelques semaines dans le réservoir pour le problème, c'est sur remisage. des remisages plus longs, du style 2 mois, 3 mois, ou alors là, il faut être prudent aussi sur l'essence du réservoir. D'accord. Merci Gérard. Allez, à présent, on va passer sur l'entretien périodique. Donc, toutes les opérations à effectuer après chaque utilisation. Donc, la plupart du temps, donc, il faut nettoyer, changer les filtres. La base, c'est vraiment l'entretien du filtre à air. Maxime, le filtre à air, c'est vraiment le poumon de la moto. C'est le poumon de la moto, c'est par là que l'air passe et s'introduit dans le moteur. Donc pour avoir une moto qui marche parfaitement, il nous faut un filtre très propre. D'accord. Donc quand le filtre est sale, donc comment bien procéder pour le nettoyer de la façon la plus parfaite possible? Déjà, on va l'enlever de son support, après l'avoir enlevé de la moto, bien évidemment. On va prendre un seau. Donc si vous avez un seau qui ferme et que vous utilisez un produit nettoyant, vous allez pouvoir le conserver. Là, on va utiliser un produit nettoyant, mais si vous n'avez pas, vous pouvez vous servir de PEC citron de maman, tout simplement. Et le PEC citron va aussi enlever la graisse. Ça va dégraisser. Ça va dégraisser, d'accord. Ouais. Pas utiliser d'essence? Non, ça va attaquer le filtre et les alvéoles. La texture du filtre. D'accord, et on va perdre après en efficacité. Ouais, d'accord. Tout à fait. Donc là, j'ai mis le filtre à l'envers, c'est pas innocent. C'est pour que les impuretés aillent directement au fond du seau. Donc là, on va laisser tremper environ 5 minutes. La poussière et les impuretés vont se détacher. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à le malaxer. Voilà, jamais non plus de torsion. Comme ça, toujours le presser. Voilà. Donc on peut le plier, le presser, mais jamais le tordre. Voilà. Pour éviter de l'endommager, parce qu'après voilà, on perd vraiment en efficacité. Voilà. Donc le filtre a trempé, a été malaxé. Théoriquement, il doit ressortir quasiment à l'état neuf. Et donc ensuite, Maxime, ce filtre, on va le rincer avec de l'eau. De l'eau claire, tout à fait. De l'eau claire, voilà. Pour ensuite le laisser sécher. Donc on vérifie que les impuretés sont parties. On va pouvoir le rincer à l'eau froide. Pourquoi l'eau froide et pas l'eau chaude? Parce que ça va moins attaquer le filtre, ça va moins le dissoudre. Il y a aussi une réaction chimique avec l'eau chaude qui fait que ça fait une espèce de bouillie, pas très facile à enlever aussi. Ça va émaner des vapeurs. Tout à fait. Qui ne sont pas très bonnes pour voilà. la santé. Donc on rince le filtre à l'eau froide. Il y a toujours des petites impuretés qui viennent se loger aussi dans le pli. Donc c'est vrai que c'est important de les retourner pour vraiment en enlever le maximum. Jusqu'à combien de lavage peut supporter un filtre à air pour rester dans de bonnes conditions? Je te dirais entre 10 et 15. Entre 10 et 15 lavages. 15 lavages. D'accord. C'est pas pour le prix que ça coûte, un filtre à air dans le commerce, on trouve ça à partir de 15 €? À peu près, ouais, une quinzaine d'euros. Pas remonter un filtre qui est partiellement humide, c'est vrai que c'est quand même de l'eau. On peut le poser sur un chiffon tout simplement. Et on va attendre qu'il sèche et après on pourra l'huiler, le graisser. 3 heures plus tard, le filtre est complètement sec, propre. On va utiliser une petite soufflette, Maxime, pour enlever les dernières petites impuretés. Tout à fait. Donc, en premier lieu, on va le retourner, le mettre sur l'autre flanc. Hop. Toujours pour avoir ce petit pli. Et là, on souffle. Tout le petit pli. On va finir d'enlever toutes les impuretés. La dernière phase de l'entretien du filtre à air, c'est bien entendu le graissage. C'est très important aussi de bien graisser son filtre. Maxime, tu vas nous expliquer pourquoi. À quoi sert la graisse donc sur le filtre à air? Donc la graisse sur le filtre à air va servir à retenir toutes les impuretés qui pourraient éventuellement passer. Oui. Et elles vont rester sur le filtre et après on va pouvoir les enlever à la phase nettoyage. D'accord. Donc quelle est la bonne méthode donc pour graisser le filtre à air? Donc pour graisser le filtre à air, il n'y a pas de mystère, il faut utiliser du liquide lubrifiant spécial
qu'on va répartir sur toute la surface du filtre à air. Donc il y a plusieurs écoles, on peut se servir d'un sac plastique, mettre le filtre dans un sac plastique, mettre de la graisse par-dessus et malaxer. Nous on va le faire, on a une fontaine, on va le faire sur la fontaine. Donc on répartit, hop, point trop d'infos. Qu'est-ce que ça fait si le filtre est trop graissé, Maxime? La moto marche peut-être un petit peu moins bien? On va avoir beaucoup de problèmes à redémarrer la moto. D'accord. Ouais. Donc, forcément, ça change le mélange. L'air va pas passer. Donc là, on va malaxer pour répartir. Maintenant, il reste une dernière opération à faire. Petite astuce. Petite astuce. Donc, on va déjà, en premier lieu, nettoyer la cage. On passe un petit coup de chiffon tout autour. On va remettre en lieu et place le filtre sur son support. Hop. Pour que ce soit encore plus hermétique, Maxime, on va apposer de la graisse donc sur tout le contour. Donc ça va bien plaquer contre le boîtier de filtre à air et ça va empêcher qu'il puisse y avoir donc des impuretés qui passent dans le cornet. Une fois que cette opération est terminée, le filtre à air est prêt à être remonté sur la moto et théoriquement, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Toujours bien penser à vérifier quand on met le filtre sur la moto, à passer sa main derrière pour bien vérifier que le filtre plaque bien. Tout à fait. Deuxième point d'entretien du moteur, entretien périodique, c'est la vidange. Donc la vidange se fait toujours moteur chaud. Donc il est conseillé de la faire tourner 3-4 minutes pour que l'huile soit un peu plus fluide. Dans un premier temps, on retire le sabot moteur pour avoir accès donc à tous les bouchons de vidange. Donc on a un bouchon ici aimanté pour retenir toutes les impuretés métalliques en acier. On a une crépine qui se situe ici, qui va filtrer un peu plus finement, on va dire. Et on a un filtre à huile qui se situe ici. Donc on va enlever les trois parties, on va extraire le filtre et on va laisser couler l'huile pendant une quinzaine de minutes. D'accord, la vidange, ça se fait tous les combien sur un moteur 4 temps? Donc sur un moteur 4 temps, on va faire la première vidange à 3 heures. D'accord. Sur les crosses. Après le rodage donc? Après le rodage. Après, toutes les 10 heures sur les crosses et toutes les 15 heures sur les enduro. D'accord, ok. Donc, dans un premier temps, on retire le bouchon aimanté. On fait attention de ne pas perdre aussi... On essaye de récupérer le joint en cuivre en même temps. Voilà. Tant qu'on l'a dans la main, on va en profiter pour le nettoyer. Donc on va enlever toute l'impureté qu'il y a dessus. Le joint en cuivre. Le joint en cuivre, on n'est pas obligé de le changer à chaque fois. On peut le changer toutes les 2 à 3 fois. Il y a certains modèles, certaines motos aussi qui ont des réservoirs d'huile additionnels. Je pense notamment à la Yamaha qui a aussi un petit réservoir et donc il faut bien penser à le vidanger aussi, c'est important. Donc on a toujours de l'huile qui va s'écouler. Outil indispensable pour la vidange sur les KTM, c'est la petite pince à serre-clips qui s'ouvre quand on l'actionne. Qui permet d'aller chercher donc les petites crépines. On va aller chercher la crépine. Donc on vérifie, là elle est très propre. On va pouvoir la nettoyer à l'aide d'un nettoyant frein, d'un détergent quelconque. Donc changement du filtre à huile, Gérard, donc c'est une opération qui se fait tous les combien? Eh ben, le mieux c'est de le faire en même temps que la vidange et de le faire à chaque vidange. D'accord. Ça peut faire 2 vidanges un filtre à huile? C'est une question d'économie. Il faut savoir qu'un moteur 4 temps c'est protégé quand même par le filtre à huile. D'accord. Il n'y a pas trop de raison de faire des économies là-dessus qui seraient des économies de bout de chandelle. D'accord. Donc on voit aussi souvent des pilotes qui nettoient leur filtre à huile. Ça c'est quelque chose que tu contre-indiques? Complètement. Il y a énormément de filtres à huile qui sont en papier, donc là c'est pas nettoyable correctement. De toute façon, il faut oublier cette idée. Et puis même certains qui sont en tamis métallique sont pas nettoyables totalement. C'est une hérésie. Un filtre à huile, c'est remplacé, mais pas nettoyé. On nettoie un tamis et on remplace un filtre à huile. D'accord. Donc ça, en plus c'est des pièces qui sont pas très chères. Ça coûte une dizaine d'euros. Généralement, selon les marques, c'est une dizaine d'euros. Voilà, et ça vaut pas le coup de risquer la casse moteur. Même moins de 10 euros. Il faut pas hésiter sur un remplacement de filtre à huile. D'accord. Allez, on va remplacer donc le filtre à huile. On met l'élément neuf. Donc, avant d'introduire le filtre à huile dans la moto, on va le remplir. Ça permet aussi de lubrifier le joint dans un premier temps. Tout
Tout à fait. Et là, hop, il est en place. Donc là, on peut le remettre en place. Il va se clipser très facilement. Hop, et on remet nos deux vis. Et voilà. Dernière phase de la vidange, donc le remplissage. Donc se fait par le petit L'orifice de remplissage. l'orifice de remplissage. Il faut bien suivre, Maxime, les préconisations des constructeurs en ce qui concerne la viscosité et la quantité. Tout à fait. Donc au niveau du manuel d'utilisation, dans le chapitre entretien moteur, on va pouvoir trouver la quantité moteur, la quantité d'huile moteur exacte. Donc le plus simple, plutôt que de se fier au hublot pour le remplissage, c'est de mettre la quantité donnée constructeur. Et voilà, dernière étape. Voilà, c'est important de mettre vraiment une huile de qualité. C'est vraiment des opérations sur lesquelles il ne faut pas regarder à l'économie, quoi. Parce que de toute façon, on perdra plus qu'on gagnera, parce que une casse moteur, ça coûte de toute façon plus cher qu'un bidon d'huile. Et on ne remet le bouchon de vidange qu'une fois que l'huile est bien à l'intérieur. Ça évite de partir rouler sans huile. Je dis pas que je parle en connaissance de cause, hein, mais c'est mieux. C'est mieux. Entretien périodique, là on passe sur une phase un peu plus lourde, un peu plus technique, sur l'entretien et le graissage des biellettes. Donc c'est une opération qui est à faire environ 3-4 fois dans l'année, ça dépend, on va dire, la bonne fréquence c'est tous les 2 mois. Donc Maxime, là on va procéder donc au démontage des biellettes. Donc dans un premier temps, on va démonter l'axe d'amortisseur, c'est bien ça? Tout à fait. Ensuite, l'axe de la biellette inférieure et l'axe de la biellette supérieure pour ensuite sortir la pièce et pouvoir graisser les roulements. Tout à fait. C'est vrai que c'est des pièces qu'il vaut mieux arrêter quand on les remonte, ça évite les mauvaises surprises. Ça, c'est des pièces qu'il faut surtout pas que ça se détache. Au même titre qu'un étrier de frein, c'est une pièce de sécurité. Voilà. Il ne faut pas faire d'erreur sur ces pièces-là. Pas besoin de démonter donc l'amortisseur entièrement pour graisser les biellettes. Hein. Petite astuce qui permet aussi de gagner un peu de temps. On dévisse, on sort l'axe de l'autre côté. Une fois qu'on a démonté notre système de biellettes, comment on procède pour le graisser? Et bien déjà, on va enlever les entretoises qui sont ici. Hop, là, on n'a pas besoin d'enlever l'autre de l'autre côté. On va pousser directement. Hop, l'axe vient. Donc, on va nettoyer toutes les pièces entretoises et axes. Donc avec un chiffon. Donc maman, quand on nettoie les caches poussières, on prend un petit chiffon, on passe à l'intérieur. On enlève tout ce qui est pas très bon pour la mécanique. Important aussi de faire attention à ne pas perdre les petites aiguilles du roulement. Tout à fait, qui sont à l'intérieur. On peut le voir. Donc si on attend trop, le risque c'est que tout ça soit grippé, ça soit bloqué. Donc à ce niveau-là, il y a 2 façons de procéder. Donc si on a vraiment trop attendu pour nettoyer le roulement, il faudra sortir toutes les petites aiguilles. Alors il faudra faire super attention de ne pas les perdre, parce que si on en perd une, forcément, le roulement il est plus du tout utilisable, il est plus du tout efficace. Donc il faudra sortir toutes les petites aiguilles avec un petit tournevis. C'est maintenu juste par la graisse. Mais si on le fait régulièrement, c'est pas trop sale à l'intérieur. On nettoie avec un chiffon et voilà, théoriquement, il y a moyen de remonter ça sans trop de soucis. Donc, on applique la graisse sur les aiguilles du roulement ainsi que sur le cache-poussière. Donc, on a mis un peu de graisse. Hop, on en remet un petit peu. Allez, soyons fous. Il n'y en a jamais trop de la graisse, hein, c'est comme... Donc voilà, on a réalisé cette même opération pour les 3 roulements. Ensuite, la pièce est prête à être remontée. Ultime étape pour le remontage des biellettes, donc c'est l'axe. C'est important de bien le nettoyer et de le graisser. Donc pour ceci, on utilise un spray, donc un dégrippe en lubrifiant universel. On évite de mettre de la graisse trop épaisse dessus. Oui, parce que si on met de la graisse épaisse, au moment où on va l'introduire dans le bras oscillant ou dans la biellette, la graisse va repartir vers l'extérieur et c'est comme si on n'avait rien fait. Autre étape du graissage, le graissage de la colonne de direction. Donc pour y accéder, Maxime,
On va déjà enlever tout l'habillage. On a enlevé l'habillage, donc c'est très simple, c'est une petite vis de 8, 4 petites vis de 8 ici. On a enlevé aussi la roue avant, c'est pareil, c'est très simple, c'est voilà, un écrou, un axe. Donc pour pouvoir enlever les tubes de fourche, on retient la suspension pour pas qu'elle parte toute seule, ça serait bête. Voilà. on peut garder les pontées, ça dépend des modèles. Il y a certains modèles sur lesquels on est obligé d'enlever les pontées et le guidon. Donc là c'est pareil, c'est très simple. C'est juste une petite vis en dessous le T supérieur. Donc sur ce modèle, sur cette machine, on peut accéder directement à l'axe avec cet écrou. Donc, on va desserrer l'écrou de la colonne de direction, qu'on n'oubliera pas de régler à la fin. Et voilà. Donc on va pouvoir nettoyer les roulements de la colonne de direction, donc avec un chiffon. Donc ça se fait sur une périodicité de combien? C'est un peu comme les biellettes? Ouais, ça dépend de la fréquence de roulage, mais c'est comme les biellettes, c'est bien de le faire au moins une fois par an. Donc on va pouvoir dégraisser un petit peu. Donc avec du nettoyant fin. Nettoyant fin. Là on utilise du Power Clean, c'est le même système. À ne pas oublier aussi de nettoyer donc les portées de roulement. Et au besoin, on met un petit coup de dégraissant et de soufflette. Pour le roulement supérieur, on va enlever la coupelle de protection. On a un petit joint à l'intérieur, pareil, on nettoie, on dégraisse. Le roulement supérieur, il sort très facilement. Pareil, on va le nettoyer. Un petit coup de chiffon. Et un petit coup de dégraissant. Et un petit coup de dégraissant. Comme pour le roulement inférieur. Ça coûte rien. Même principe. Une fois que tout est propre, donc on va utiliser une graisse spécifique pour les roulements. On l'étale avec le doigt. Dernière étape pour cette colonne de direction, donc c'est le serrage, Maxime. Tout à fait, donc il y a un écrou de serrage, c'est spécifique au KTM. Donc pour le régler, c'est un réglage, ça sert de bridage et de serrage et de réglage en même temps. On va rappeler que sur les autres modèles, c'est un système d'écrou contre écrou. Tout à fait. Le principe est le même, c'est juste la manière de procéder qui est différente. Donc pour jauger le bon réglage, en fait, on va mettre la moto sur un trépied, on va appuyer la roue arrière, délester la roue avant et on va actionner tout doucement la roue avant. Donc si la roue avant, si le train avant tombe de lui-même sur le côté, comme c'est le cas là, c'est que la colonne n'est pas assez bridée. Brider un peu plus la colonne de direction. Donc au moyen de cet écrou. Donc là il est assez desserré parce qu'on vient de le démonter pour faire le graissage. Mais en principe, en usage normal, c'est entre 1/8 et un quart de tour. Voilà. Là, c'est légèrement tenu. C'est voilà. Légèrement retenu. Mais ça gêne pas non plus à la conduite. Voilà. Pas. Donc Gérard, une petite précision. Quand on change le roulement, la procédure est différente. Oui, le début de la procédure va être différent au moment du remplacement des roulements parce qu'il faut qu'on s'assure que les bagues se mettent en place correctement. Et à ce moment-là, on appliquera un couple supérieur sur la vis de serrage. D'accord. Puis on redessert. Et ensuite, la procédure qu'a annoncé Maxime est tout à fait valable. D'accord. Donc tout ça, c'est pour vraiment mettre en place le roulement dans un premier temps quand il est neuf. J'ajouterais que ce sera à surveiller après les premiers roulages parce que les contraintes de fonctionnement font que la mise en place sera effective après avoir rouloté un petit peu. Bien reçu. Entretien périodique du moteur. Ça passe aussi par le remplacement et par le contrôle de l'embrayage. Maxime, l'embrayage, donc c'est une opération compliquée? Non, c'est assez simple si on suit les étapes correctement. On peut éventuellement, si on a fait la vidange, garder la moto droite et ouvrir le carter. Là, on vient de faire la vidange. On vient de remettre de l'huile à l'intérieur, donc on va pencher la moto sur le côté pour ne pas mettre de l'huile de partout. Voilà, ça permettra à l'huile de rester dans l'autre partie du moteur et on va pouvoir démonter l'embrayage sans aucun souci. Voilà, donc là on va enlever la pédale de frein. Voilà, première étape, enlever la pédale de frein qui gêne pour sortir le carter. Donc c'est assez simple, il y a un axe, un ressort et une petite commande de mètre cylindre. Donc on va ensuite
desserrer chaque vis Donc on desserre un petit quart du de carter, tour. un petit quart de tour. On se met toujours bien en axe avec la vis et la clé pour toujours forcer le plus droit possible et éviter d'abîmer les têtes de boulon. Ensuite, donc, on ôte le carter qui va laisser à jour le plateau de compression, les vis, la cloche et les disques. Donc là, pour desserrer les vis et les ressorts, on débloque tous les uns après les autres. Pas de desserrage en croix pour ce... On peut petit à petit, il n'y a pas une grosse pression. Non, il n'y a pas une grosse pression, c'est pas indispensable. Donc là, on va pouvoir retirer le plateau de pression. Donc les disques collent, c'est normal. On a les disques garnis et les disques lisses qui apparaissent. On va les extraire de la cloche pour pouvoir les contrôler, voir si l'épaisseur est toujours bonne par rapport aux préconisations du constructeur. Et ça va nous permettre aussi de juger l'état de la cloche qui peut se marquer quand on utilise l'embrayage de façon un petit peu trop brutale. Donc l'aspect visuel va nous indiquer l'état d'usure de l'embrayage. Donc si on a des disques qui sont complètement bleus et qui ont un aspect, si on a l'impression qu'ils ont été brûlés, il faut les remplacer. Pareil au niveau des disques garnis, si on voit que la garniture, c'est comme des plaquettes de frein, si la garniture est inexistante, il faut les remplacer. Il n'y a pas vraiment de durée de vie type. Ça peut très bien faire la vie de la moto, comme ça peut très bien cramer au bout de 5 minutes. Si on utilise fréquemment l'embrayage pour relancer la moto, il va falloir checker tous les 2 mois à peu près l'embrayage. Donc l'embrayage, c'est la pièce qui va permettre de transmettre la puissance du moteur à la roue arrière. Donc l'embrayage, c'est composé d'une série de disques garnis et disques lisses. Et donc le plateau de pression va les mettre en contact quand on relâchera le levier d'embrayage, et c'est ce qui va permettre au moteur d'entraîner donc la boîte de vitesse, la roue arrière. Et donc voilà, c'est une pièce très importante. Si votre embrayage commence à patiner, si la moto commence à avoir moins de force, ça prend des tours un petit peu bizarrement sur le circuit, c'est certainement cette pièce-là qui est en cause. Donc voilà. Donc une fois qu'on a enlevé les disques, on va être en mesure de contrôler l'état de la cloche d'embrayage. Donc la cloche, c'est cette pièce métallique qui vient recevoir les disques. Et on peut voir que sur les flancs, il peut y avoir des traces. Donc sur une cloche qui est vraiment usée, elle va avoir des marques. Ici on voit qu'il y a tout juste des petites marques. Donc c'est qu'une cloche, cette cloche-là est en très bon état. On peut la sauver à la limite une fois en mettant un léger coup de lime, vraiment pour atténuer les dents. Mais une cloche de toute façon qui est marquée, c'est une cloche qui sera à remplacer bientôt. On a remonté les disques d'embrayage, donc c'est toujours un disque garni. Ça, on doit toujours commencer par un disque garni et toujours terminer par un disque garni en alternant avec les disques lisses. On va faire très attention donc avec cette pièce. Il y a une petite bille sous ce poussoir qu'il faut à tout prix éviter de perdre. L'erreur est vite faite et ensuite on va pouvoir remonter le plateau de pression après avoir contrôlé qu'il était en bon état. On vérifie bien que le plateau de pression plaque contre le dernier disque. Il y a un risque qu'on le mette un peu à cheval sur la noix, mais là on vérifie qu'il plaque bien et on peut remonter nos ressorts avec nos vis. Est-ce qu'il y a un couple de serrage pour ces ressorts? Il y a un couple de serrage qui est de 10 Nm, c'est le même que pour tous les vis de carter, c'est-à-dire c'est pas très important. On le serre, on l'accoste et on le bloque. On bloque, voilà. Pas plus. Après c'est de l'alu, on va pas trop forcer, ça va s'endommager assez vite. Ensuite on replace le carter toujours en vérifiant que le petit joint et que le plan de joint est propre. On remettra les 6 vis et on aura fait du beau boulot. Nouvelle étape de l'entretien périodique d'une machine de tout terrain, la purge des freins. Dans un premier temps, on va placer le levier et le mètre-cylindre en position horizontale. Il y a certains réglages, donc certains pilotes qui utilisent des réglages un petit peu différents.
Donc là voilà, mécaniquement pour que ce soit bien droit, on va placer le mètre cylindre de façon horizontale. Maxime, ensuite on va retirer le petit carter. On va le poser sur l'établi ou dans un chiffon, mais sur un endroit propre. Pour la purge, on va avoir besoin de se fabriquer donc un petit outil très facilement à l'aide d'une durite et d'un petit récipient. Maxime, ensuite la suite des opérations, comment ça va se passer? Donc on enlève le capuchon de protection, on place sa clé, on peut l'enlever complètement. On place sa petite clé, on introduit le bout de la durite et à partir de là on va pouvoir purger. Donc on va entamer la procédure de purge, donc une procédure qui peut être préventive ou qui peut être suite à une vidange, un remplacement du liquide de frein. Donc c'est toujours bien important de respecter le type de liquide qui est préconisé par le constructeur sur le petit capuchon. Donc pour purger, on va simplement mettre en pression le système hydraulique avec des mouvements du frein. Et une fois qu'on commence à sentir que ça devient dur, on verrouille et ensuite on va purger au niveau de l'étrier avec la clé. Donc on va actionner le levier, on le met sous pression, on garde sous pression au niveau du levier et là on va ouvrir en bas tout en gardant la pression au niveau du levier. On ferme directement après et on réamorce le système, on pompe, on réouvre tout en gardant la pression sur le levier. Donc on voit le liquide qui s'évacue. C'est l'avantage d'avoir une durite, c'est qu'on peut vraiment visualiser les bulles d'air à l'intérieur du système. Les bulles d'air et l'état du liquide, si le liquide est d'une couleur différente à la sortie qu'à l'entrée. C'est vrai que la couleur du liquide doit être transparente. Là, si on a une couleur qui est teintée, c'est que le liquide c'est le temps de changer de liquide. On le change tous les combien, le liquide de frein? Une fois par an. Une fois par an. Voilà. Et après, donc, on réamorce. On ouvre en bas. On rouvre au niveau de l'étrier. L'opération jusqu'à ce que le liquide neuf soit arrivé en bas. Voilà, on répète l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air dans la durite. On désamorce au niveau de l'étrier. Donc il y a un petit peu de liquide forcément qui va s'échapper en même temps que les bulles d'air. Donc il est important de refaire le niveau dans le mètre cylindre. Il faut laisser minimum 5 mm de liquide pour pouvoir réamorcer de nouvelles bulles d'air dans le système hydraulique. Votre mission, si vous l'acceptez, montez ce pneu neuf sur cette roue. Pour ce faire, l'outillage donc du produit vaisselle, un démonte-obus, une clé de 12 ou de 13 pour le gripster et des démonte-pneus. Donc là, on en a 4. Pour une chambre à air, on peut faire l'affaire avec 2. Quand on en a 4, c'est forcément mieux. La première étape, ça va être d'enlever l'air qui se trouve dans la chambre à air. Donc pour ce faire, on enlève le petit capuchon, ainsi que le petit contre-écrou. Donc à l'aide du démonte-obus, rien de très sorcier, on enlève l'air, on desserre le gripster. Maxime, la première étape, ça va être de décoller le pneu. Voilà. Alors, quelle est la bonne méthode? Sur un pneu qui a été monté il y a assez longtemps, il va être assez collé. Donc dans le commerce, pour la moto, il y a un petit support qui existe où on va pouvoir décoller le pneu avec. Là, on va faire avec les moyens du bord. Alors, soit il vient à la main. Voilà. Donc, on décolle le pneu. Donc, le premier frein est décollé. On va décoller le deuxième. Donc, pourquoi on décolle le pneu? C'est parce que la tringle du pneu n'est pas élastique. Donc, quand on a besoin de forcer pour le sortir du pneu, forcément, il faut que la tringle puisse descendre dans le fond de jante pour permettre d'avoir un petit peu de mou et moins forcé. C'est vraiment le secret. Décoller le pneu, le graisser, c'est le secret pour vraiment faire son pneu de façon assez facile. Le flanc est démonté, le pneu est graissé. On va attaquer le démontage. Donc par où on commence, Maxime? C'est toujours le vieux débat. Après, il y en a qui vont attaquer par le gripster, d'autres en face du gripster. Moi, je préfère attaquer par le gripster, tout simplement. C'est que le pneu
de l'autre côté va pouvoir rentrer beaucoup plus facilement à l'intérieur du fond de jante. Ça se défend. Et on attaque par un. Faut pas être trop gourmand. Là, j'ai été limite. Voilà, c'est ça aussi le secret, c'est de pas être trop gourmand, pas forcer sur la tringle, faire quelques centimètres par quelques centimètres. Et là, théoriquement, ça se passe plutôt bien. Ensuite, ça y va tout seul. On va sortir la chambre à air. On tire la valve en arrière, on tire la chambre vers nous. Une fois qu'elle est démontée, on remet la valve sur la chambre à air et on vérifie qu'on n'a pas pincé. Tout à fait. Voilà, un petit coup de pression de contrôle. Et voilà, pour s'assurer qu'on ne remonte pas une chambre à air crevée. Donc, pour avoir le deuxième flanc, on introduit donc un démon de pneu de ce côté. On se met par contre en face du dripster, cette opération-là. Et là, on va taper avec un petit maillet sur le flanc du pneu. Et voilà. On va nettoyer le fond de jante. Un petit coup de chiffon tout autour pour enlever la terre qui a pu s'introduire à l'intérieur. Voilà. Petite astuce, pendant que le pneu est démonté, on peut faire un fond de jante. Donc on voit que sur ce type de machine, le fond de jante est assez bon, est assez bien fait. Sur certaines autres marques, c'est une simple petite bande en caoutchouc qui a tendance à s'user assez rapidement. Donc on peut faire 2 ou 3 tours de scotch américain, voilà, pour éviter que les têtes de rayon ne viennent abîmer la chambre à air. Donc là voilà, on a un fond de jante qui est quand même plutôt bien. Donc la jante est propre et nettoyée, elle est prête. Donc pour le remontage, on a gonflé la chambre à air et donc comme ça on a pu vérifier que elle n'était pas percée. Et ensuite on la laisse gentiment se dégonfler jusqu'à ce qu'elle atteigne la pression atmosphérique. Voilà. Donc ça va nous permettre d'avoir un élément qui se tient et ça va éviter les pincements au niveau du remontage. On va vérifier le sens de montage du pneu. Tous les pneus n'ont pas un sens, mais il en existe certains qui ont un sens et voilà, il faut le respecter. On va lubrifier. On va introduire la valve en premier, ainsi que le flanc. Donc on ressort le gripster. On introduit la valve comme ceci. On l'arrête avec le petit écrou. On place le flanc du pneu à ce niveau-là derrière le gripster. Et ensuite on va attaquer le premier flanc. Attaquer de rentrer le premier. Là, si tu veux bien me le tenir. Donc le premier flanc, le montage du premier flanc, c'est vrai que c'est la partie la plus chiante, hein, on va le dire. Le pneu a tendance à glisser, la jante glisse aussi. Donc pareil, c'est vraiment de la méthode, petit peu par petit peu. Il faut toujours maintenir donc ses appuis et voilà, avec un peu de pratique, tout se passe bien. On arrive à ce genre de résultat assez facilement. Donc on va placer la valve perpendiculaire à la jante. Il ne faut pas que la valve soit trop à gauche ou trop à droite. On fait attention de ne pas aller trop loin avec le démon de pneu pour ne pas endommager. Il faut vraiment sentir métal contre métal, c'est vraiment la petite astuce. À chaque fois qu'on place le démon de pneu, il faut vraiment que si on fait un petit mouvement comme ça latéral, on arrive à sentir que le métal est vraiment contre le métal et là on est sûr que la chambre à air n'est pas entre les deux et que ça ne va pas pincer. On peut être un peu gourmand au début, c'est surtout au niveau de la fin. Ouais. Il va falloir être assez précis. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la tringle en fer, donc, qui est à l'intérieur du pneu, n'est pas élastique, donc ça ne sert à rien de forcer. Si le pneu n'est pas descendu du côté opposé, de toute façon ça ne passera pas, c'est pas possible. Donc il faut vraiment bien penser à descendre son pneu et ensuite on y va petit peu par petit peu et avec la lubrification théoriquement, voilà, ça se passe sans trop de problèmes. Et donc on n'oublie pas le gripster
au niveau du gripster. Et voilà. Et voilà. C'est parti pour le gonflage. Donc là, on n'hésite pas à mettre une bonne pression pour que le pneu se place. Donc là, on a gonflé à quoi? On a gonflé à 3 bars. 3 bars. On vérifie bien De l'autre côté que, le pneu. Donc voilà, le repère, c'est ça, c'est cette petite ligne, c'est le flanc. Donc il faut pas que le pneu soit rentré, sinon ça fait un balourd. Généralement, il se place en roulant. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours mieux de monter le pneu comme ça. Donc une fois que le pneu est bien ressorti, on va pouvoir faire la pression du pneumatique. Généralement, la pression préconisée, c'est 0,9. 0,9, c'est très bien. C'est quoi le danger de sous-gonfler ou de surgonfler? Si on surgonfle, on va avoir très peu d'adhérence. Une moto assez dure au niveau de l'arrière ou de l'avant, suivant le pneu concerné. Et si on sous-gonfle, on va avoir beaucoup de grip. Par contre, on va avoir un grand risque de crevaison en dessous de 800 grammes. Voilà. Donc le vrai juste milieu, c'est 900 grammes. Le pneu est à 900 grammes. La dernière étape avant le remontage, ne surtout pas oublier, c'est de resserrer le gripster. Maxime, à quoi ça sert le gripster? Le gripster va servir en fait à bloquer, à verrouiller le pneu à un emplacement précis pour éviter qu'il tourne et vienne découper la valve. Le pneu est changé, la couronne est montée. Il n'y a plus qu'à remonter la roue arrière. Donc la première des étapes, c'est de vérifier que donc les plaquettes sont bien écartées. Donc là, il y a la place pour mettre le disque. On approche donc la roue arrière, on insère le disque tout en faisant bien attention, voilà, de mettre les entretoises. On attrape l'axe, on replace la chaîne sur la couronne et on glisse l'axe dans les entretoises en vérifiant bien que l'axe est passé dans le support d'étrier de frein arrière. Donc voilà, la roue tourne librement. On peut remettre l'écrou et remonter la roue arrière. Donc, avant de resserrer l'écrou de la roue arrière, on va faire la tension de chaîne, on va vérifier la tension de chaîne. Donc, la façon habituelle, c'est qu'il doit y avoir la place pour passer 3 doigts au niveau du patin. Donc là, on voit qu'il en manque un petit peu. Donc on va desserrer le contre-écrou et ajuster avec le vis. On place 3 doigts pile entre le patin, enfin le bras oscillant et la chaîne au niveau du patin. Donc on peut remettre l'écrou. On regarde bien la graduation pour faire exactement la même chose de l'autre côté, pour que la roue soit bien centrée. Et ensuite, on peut remonter. Donc pour que les 2 tendeurs de chaîne soient parfaitement plaqués sur les vis, on va placer une clé dans la couronne. Et en fait, le fait de basculer la roue vers l'arrière, ça va automatiquement plaquer les entretoises contre le tendeur. Ensuite, on prend la clé et on peut resserrer. Donc, lorsque la chaîne est neuve, n'hésitez pas à la surtendre un petit peu. Donc là, on a 3 doigts. C'était pour l'exemple. Quand la chaîne est neuve, c'est 3 doigts juste. Enfin, c'est un petit peu moins que 3 doigts parce qu'une chaîne neuve a tendance à se détendre assez facilement. Autre petit conseil qui concerne l'attache rapide. Donc il faut toujours la mettre dans le sens de la marche. Pourquoi? Parce que ça évite, quand elle passe au niveau du guide chaîne, ça évite qu'elle se décroche et ça évite de la perdre. Donc voilà, dans ce sens-là, on est sûr qu'elle se décrochera pas. Maxime, l'avantage du 2 temps, c'est qu'on peut réaliser son entretien moteur soi-même, assez aisément à la maison. Donc là, on est en présence d'une 125 2 temps et on va changer le piston. Oui.
Alors comment on s'organise dans un premier temps? On enlève le réservoir et la selle. Oui, on va enlever le réservoir et la selle. Ensuite, on va enlever le système d'échappement. D'accord. Donc ça va nécessiter un tir-ressort. C'est un petit investissement qui ne coûte pas très cher, mais qui est indispensable et très pratique. C'est un petit outil qui permet de tirer les ressorts. On peut le faire avec une pince multiprise. Oui, mais bon, on peut se prendre le ressort dans les dents. Donc voilà. C'est préférable d'avoir un outil comme ça. Un tout petit outil. Ça coûte quelques euros. Très pratique. Ça mange pas de pain. On s'en servira tout. Alors, donc, le tire-ressort. Voilà. Ça nous permet d'enlever les ressorts assez facilement. On va démonter pas mal de petites pièces. Donc, il s'agit toujours de bien les organiser sur son établi ou sur son espace de travail. Donc, le mieux, c'est d'avoir un petit bac propre dans lequel on pose systématiquement les pièces au fur et à mesure qu'on les démonte dans l'ordre. Comme ça nous permet de remettre les bonnes vis au bon endroit. Donc voilà, ça permet de s'y retrouver lors du remontage. Donc le pot d'échappement se démonte facilement. Donc ensuite, Maxime, on va vidanger le liquide de refroidissement, tout le système de refroidissement. Donc la petite astuce consiste à ouvrir le système de refroidissement par le bouchon de remplissage pour que l'eau s'évacue beaucoup plus facilement et plus rapidement. Hop. Avec un petit joint en cuivre qu'on essaye de garder, c'est mieux, ça évite les fuites. Combien il y a de contenance dans un radiateur comme ça, Max? Il y a à peu près 1,2 litre, 1,3 litre. Et le liquide de refroidissement, est-ce qu'il faut le changer régulièrement? On va le remplacer une fois par an, c'est pas du luxe, ça coûte très peu cher et c'est aussi bien. Donc les durites, elles tiennent par des petits colliers métalliques. Donc ils s'enlèvent avec une petite clé de 6 ou un tournevis plat. Très facile. Donc les durites sont enlevées. À présent, on va enlever la bougie. On se parle antiparasite. Petite clé de 21. Si vous n'avez pas de clé à bougie, c'est du 21. Avant de mettre de finir d'enlever la bougie, on n'hésite pas à mettre un petit coup de soufflette pour éviter que des saletés tombent donc à l'intérieur du cylindre. Voilà. Et ensuite, petite astuce, on va coincer l'antiparasite. Ça va éviter qu'il nous tombe dans les pattes au moment de sortir le cylindre, comme ça on est tranquille. Prochaine étape, on a enlevé donc les pattes de fixation. On a peut-être remis un petit peu, peut-être des impuretés aussi. Avec le doigt, on bouche le cylindre. Et on remet un petit coup de soufflette. Et voilà. À présent, on va ouvrir donc le cylindre. Le cylindre, il est maintenu par 4 boulons de 12. Donc sur certaines marques, je pense notamment au Yamaha, il faut enlever le petit carter de valve sur côté. Il y a une petite vis à l'intérieur pour enlever la commande de valve. Sur les KTM, c'est pas nécessaire, c'est un système différent. Mais voilà, selon les modèles, il peut y avoir la commande de valve à enlever. Donc Maxime, le cylindre, il est maintenu par 4 boulons de 12 et il y a une méthode pour le desserrer. Donc on va desserrer en croix par quart de tour. Donc on va attaquer par lui. On va faire un petit quart de tour. De l'autre côté pareil, on va desserrer d'un quart de tour. Celui-là, un petit quart de tour et ainsi de suite. Action. Le but, Maxime, de ce desserrage en croix, c'est quoi? C'est de ne pas vriller le cylindre et la planéité en fait du cylindre. Voilà, c'est de garder vraiment une surface parfaitement droite. Parce que malgré tout, c'est des pièces en métal qui peuvent donc subir des torsions, quoi. Donc si le cylindre a un peu de mal à venir ou si le piston est dans une position pas très pratique, on peut se servir un petit peu du kick gentiment pour remettre le piston en bas et ensuite sortir le cylindre sans problème. Maintenant qu'on a démonté le cylindre, on va pouvoir le contrôler. Donc on va pouvoir contrôler l'état du nicasile. Il ne doit pas y avoir de traces de frottement, de traces d'usure. Si on change le piston à temps et si on a bien fait ses filtres à air,
le cylindre doit ressembler à peu près à ça. Donc voilà, on doit encore voir les petites traces d'usinage en croix. Et si c'est pas le cas, bon bah voilà, il faut repasser par la case Nicasil. On peut regarder aussi si la commande de valve fonctionne bien. Et puis voilà, un bon petit coup de nettoyage, un petit coup de soufflette, et le cylindre est prêt à être remonté. Donc le cylindre est démonté, maintenant le piston est à nu. Donc pareil, on peut contrôler un petit peu l'intérieur, le bas moteur, la bielle. On peut faire un petit contrôle sur la bielle. Donc il y a un petit jeu latéral qui est normal. La petite astuce consiste à mettre un petit bout de chiffon pour éviter que les impuretés et les petites pièces mécaniques qu'on va démonter après donc se trouvent perdues à l'intérieur du bas moteur. Donc voilà, comme ça on sécurise le bas moteur. Maxime, dans cette opération à cœur ouvert, on va maintenant changer le cœur. Opération délicate à présent. Enlever le circlips. Enlever le circlips. Alors, l'intérêt d'avoir un atelier propre pour aller récupérer le circlips qui va se loger sous l'établi. Donc c'est aussi à ça que sert le petit chiffon, ça évite que le clips tombe à l'intérieur, d'avoir à ouvrir les carters, c'est toujours embêtant. Donc qu'est-ce qu'on utilise comme petit outil pour enlever le circlips? Donc je préconise la pointe à tracer et la pince à bec long. En premier lieu, on va prendre la pointe à tracer pour dégager le circlips, comme ceci. Hop. Et là, on va utiliser la pince à bec pour aller chercher l'axe. On le tourne en même temps et voilà, tout simplement. Donc on va maintenant sortir l'axe, donc à l'aide d'une petite douille de 8, le diamètre correspond. Hop. Et on va pouvoir retirer le piston. Donc là, on est avec un piston qui a une dizaine d'heures. Donc c'est un piston qui est encore en bon état, qui peut encore servir. Donc on voit qu'il n'y a pas vraiment de traces d'usure. Le traitement anti-friction a un petit peu sauté, mais c'est pas très très grave. On voit que les segments font encore bien leur boulot en empêchant donc les gaz de passer en dessous. La tête du piston est propre, elle a une belle couleur, il n'y a pas de dépôt. Donc c'est une moto qui était bien réglée et c'est un piston qui peut encore faire pas mal d'heures. Donc on va le remonter. Gérard, pendant que le cylindre et le piston sont démontés, on va en profiter pour faire quelques petits contrôles. Effectivement, c'est le moment d'aller prendre l'état de santé de la bielle. Effectivement, il faut le faire tout de suite. Alors, à quoi ça doit ressembler? Alors, on se met sensiblement au point moraux. Je précise quand même que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment une mesure, mais qui est du niveau de la sensation et que d'une personne à une autre, ça peut légèrement varier. Il faut avoir un certain degré d'habitude pour aller constater un jeu de bielle. Le principe, c'est de se positionner centré au niveau du maneton, de tirer la bielle vers le haut, de poser un doigt, l'index en l'occurrence, au-dessus, qui va être celui qui va ressentir la sensation. On tire la bielle vers le haut et pendant un ou deux mouvements alternatifs, on a possibilité de sentir un éventuel jeu. Je le fais tout de suite. Alors là, rien. Donc on est sur un jeu qui n'est pas encore apparu, qui apparaîtra dans les heures de roulage inévitablement. Ça fait partie des choses qui s'usent. Mais de cette manière-là, on peut recommencer. Il faut absolument se recentrer, faire les choses calmement et puis essayer ce petit mouvement de haut vers le bas. C'est ce jeu de bielle qu'on essaye de récupérer. Donc si toutefois il y en avait, là par contre c'est une opération un peu plus lourde. Voilà, ça nécessiterait la sortie du moteur hors du cadre, la séparation des carters et puis de travailler sur le vilebrequin nu. Donc ça vaut mieux le confier à un professionnel. À la limite, presque le contrôle, il vaut mieux aussi sauf si on sent vraiment quelque chose, mais sinon on est déjà un peu là dans ce travail-là sur le professionnel. D'accord. Première étape du remontage, le joint d'embase. Donc généralement on en met un neuf, on essaie de reprendre la même cote que l'origine. Si on met un plus fin, on va comprimer la moto. Un plus épais, on va décomprimer la moto. Donc on peut également jouer sur les performances et les réglages du moteur avec le joint d'embase. Donc on va pas s'étendre, on va mettre donc la même cote que l'origine. Donc dans un premier temps, Max,
on va regarder, on va vérifier que le plan de joint est bien propre. Parce que bien propre et bien plat. c'est quand même des petites pièces importantes. Il faut mettre de l'origine, donc on place le joint sur le plan de joint. Et avant de remonter le cylindre, donc côté droit du cylindre, il y a un petit carter qui est ici. On va le démonter. En fait, c'est une trappe pour bien visionner le fait que la commande de valve s'enclenche en lieu et place. Voilà, donc toujours bien penser à remonter les commandes de valve quand on remonte le cylindre. C'est le genre de surprise qu'on peut avoir quand on démarre sa moto pour la première fois, ou si donc la commande de valve est mal montée, la moto ne va pas du tout fonctionner. Maxime, maintenant on va passer au remontage du piston. Donc quand on change le piston, on change tous les éléments, que ce soit l'axe et la cage à aiguille. La cage à aiguille, les circlips. Donc préalablement, si on remplace le piston, on va placer le premier circlips d'un côté calmement sur l'établi. On va introduire l'axe jusqu'à ce qu'il arrive juste à fleur. Et on va pouvoir mettre en place. Donc préalablement, on a posé la cage à aiguille, on l'a lubrifiée, soit avec de l'huile moteur, soit avec de la graisse. Et là, on va pouvoir mettre le piston dans le bon sens. La flèche va vers l'avant. On place le piston et on va appuyer pour faire rentrer l'axe. Donc il peut arriver que l'axe ne rentre pas très bien. Donc on y va mollo, c'est quand même des pièces fragiles. Interdiction d'utiliser le marteau et le burin. Vous voyez, Maxime a pris un chiffon, a mis sa deuxième main donc pour vraiment retenir. Et voilà. Et l'axe est rentré. Donc s'il y a besoin d'utiliser un marteau, un burin, c'est quelque part vous avez fait une erreur. Donc au moment de remettre le circlips en place, on va le placer dans le bon sens. Donc le piston va de haut en bas et on va mettre le circlips comme ça. Tout simplement pour qu'au moment où le piston va monter et descendre, le circlips, si on le met comme ça, va s'écraser et peut éventuellement sortir. Donc on va le mettre dans ce sens-là et il n'y aura pas de souci. Donc remonter le circlips, c'est pareil, c'est une opération où il faut un peu de doigté, c'est une opération un petit peu délicate. Tout à fait. Donc on fait pas les bourrins, on y va calmement. On fume une cigarette avant, on boit pas de Red Bull avant et on y va calmement. Une petite pince à bec. Et donc tu vas nous montrer comment il faut faire. Donc une petite pince à bec qui n'est pas ouverte comme celle-là, c'est mieux. Bon, avec l'habitude, on devrait y arriver. On place en premier lieu dans la gorge, comme ceci, et on va appuyer, hop, comme ceci. Et voilà. Donc voilà, vous voyez qu'avec un peu d'expérience, c'est quelque chose qui se fait en quelques secondes. Si vous essayez de le faire chez vous, il y a peut-être une ou deux fois, vous allez vous y reprendre une ou deux fois. Mais voilà, il faut pas, il faut y aller tranquillement et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et avec sang-froid. Donc là, c'est le moment fatidique, le remontage du cylindre. Donc on place bien les deux circlips dans les ergots, un petit coup de lubrifiant sur le piston et sur le cylindre. Vous pouvez utiliser de l'huile moteur, voilà, pour que tout rentre bien. On serre avec ses doigts les segments. On fait un segment par un segment, on y va toujours en douceur. Faut pas être pressé. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le deuxième segment à présent. Et voilà, le cylindre est en place sur le piston. Maintenant, on fait attention bien à remettre la commande de valve. Donc, on va pouvoir contrôler par cette petite trappe. Donc, bien remonter le système de valve à l'aide d'une petite lampe. On peut contrôler par la petite trappe. Tout est en ordre. C'est parti. Le cylindre est en place. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les opérations inverses du démontage. La composante principale, c'est vraiment donc de bien serrer le cylindre en croix au couple indiqué par le constructeur dans le manuel d'utilisation. On a tout remonté. Ultime étape, à ne surtout pas oublier le remplissage des radiateurs et l'entretien donc du moteur de temps est terminé. Pour les 4 ans max, on va directement chez le professionnel. C'est vraiment la mécanique un peu plus lourde. Tout à fait.
notamment au niveau du jeu aux soupapes. On va avoir besoin de changer des pastilles. Et là, il faut passer chez un professionnel qui aura l'outillage adéquat. C'est qui l'adéquat? C'est... Le chapitre le plus technique de ce DVD technique mécanique entretien sera donc la vidange et le changement des joints spi sur une fourche. Donc là, entretien de la suspension. Là, en l'occurrence, on va travailler sur une suspension qui a déjà beaucoup servi. C'est une suspension d'un modèle 2008 et c'est une moto qui a on va dire 120 heures. Donc voilà, on peut s'apercevoir déjà dans un premier temps qu'il y a un défaut sur les joints spi. Il va falloir effectuer la vidange, remplacement des joints spi, remplacement des bagues. Donc on va suivre ça étape par étape. Donc c'est vraiment une opération qui demande un minimum de matériel. On va le voir au cours de ce chapitre. Il va y avoir des petites astuces où on va pouvoir se passer de certains outils en fabriquant ou en utilisant d'autres outils. On a besoin d'un établi propre. On a besoin donc voilà on va démonter des pièces qui vont être imbibées d'huile. Donc on a placé un petit chiffon. On va avoir besoin d'un étau sur lequel on aura préalablement placé des mordaches en alu qui vont nous permettre de ne pas abîmer les pièces. Donc voilà, c'est une opération, si on la suit à la lettre, qui peut être réalisée par n'importe qui, mais on a vraiment besoin de rigueur et on a besoin d'un travail de précision. En premier lieu, on va travailler sur une suspension qui est propre. Donc on la nettoie, on utilise du nettoyant, on l'emmène au Karcher, on utilise la méthode qu'on veut, mais on travaille sur une suspension qui est propre. Après, le deuxième point va être d'ouvrir au niveau des réglages. Donc là, on a la détente, on ouvre à fond. En dessous, on va enlever le petit capuchon de protection. On va accéder au réglage de compression. Même système, on dévisse pour ouvrir à fond le réglage. Petite astuce pour le démontage du bouchon de fourche, on va profiter donc avant le démontage du tube du T de fourche comme d'un étau parfaitement adapté et ça va nous permettre d'avoir plus de prise pour démonter le bouchon. Ça, vous imaginez bien que ça va être un petit peu compliqué, il n'y a pas beaucoup de prise. Donc voilà, au préalable, on l'a desserré un petit peu et on va enlever donc le bouchon. Donc il existe généralement pour toutes les marques un outil spécifique. Donc là, pour cette fourche, on a cet outil. Il est également possible de le faire avec une clé de petit lapidaire, une clé de meuleuse. On arrive à l'adapter et on arrive donc à dévisser le bouchon de fourche. Il y a toujours une petite astuce. Le mieux reste quand même d'acheter l'outil au catalogue du constructeur. Généralement, ça coûte pas super cher et ça permet vraiment de travailler dans de bonnes conditions. Donc en premier lieu, on va enlever le cache-poussière et le circlips. Donc un petit tournevis plat, on le passe entre, on déverrouille, on tourne un petit peu, le cache-poussière descend et là on va avoir accès au circlips. Donc pareil, même système, le petit tournevis plat, on va chercher le bout du circlips. Hop, en l'occurrence, il est là. Donc là, c'est pas très visible, mais faire attention sur cette opération de ne pas endommager le fourreau de fourche. Tout à fait. Donc là, on voit que le circlips est bien fatigué. Les traces de rouille. Donc là, on va pas hésiter, on va le remplacer. Là, avec une clé de 22 assez fine, on va se placer. On va descendre le ressort à la main. Placer la clé de 22 ici. Avec une clé de 24, on va prendre le bouchon, la vis de réglage de précontrainte, et là, on dessert. Donc généralement, c'est pas non plus bloqué, c'est pas non plus très serré. Non, ça sert à rien au remontage de serrer très fort. C'est pas des éléments. Il faut le verrouiller. Voilà. Donc on enlève le bouchon, on enlève la tige de réglage de détente. Et on pose, voilà, toujours travailler vraiment propre, sur un établi propre et on pose bien les éléments. C'est important que ça soit bien rangé. On enlève la clé, hop, on essuie le ressort en même temps. Donc
on a repoussé le tube à l'intérieur et là on va vidanger. Et là on peut s'apercevoir que la couleur qui est en principe la couleur de l'huile, la même couleur qu'une huile de moteur, là elle est très fatiguée. Donc la vidange de suspension, Maxime, c'est vraiment une opération qu'il ne faut pas négliger. On en voit souvent qui passent par la case préparateur et qui ensuite restent plusieurs mois, plusieurs années sans faire la vidange. Si on veut vraiment une fourche qui fonctionne bien, c'est une opération qu'il faut faire tous les combien? On fait l'opération, la vidange d'entretien, on va faire ça une fois par an. Donc si on ne se le sent pas, autant l'emmener chez son préparateur. Et si on se le sent, autant le faire soi-même. Quel type d'huile il faut mettre dans une fourche? On va utiliser une huile, nous on utilise uniquement de l'huile White Power, tout simplement parce que c'est développé avec la suspension. Après, des préparateurs vont utiliser d'autres types d'huile, type Kayaba. La Kayaba 01 qui fait référence, c'est une huile qui est assez fluide. Alors voilà, faut vraiment mettre de l'huile spécifique pour la fourche et on obtient de bons résultats. Avec l'indice qui correspond. Donc là, on va chauffer un peu le bras, histoire de dilater le bras et de sortir un peu plus facilement le joint spi. Voilà. Et voilà. Donc là, on a accès au joint spi et aux bagues. Donc dans quel état ils sont là, ces deux éléments? Eh bien écoute, pour voir que la moto a 120 heures, les bagues, on va faire une petite opération de ponçage au niveau de l'extrémité, mais les bagues... Les bagues usées, ça peut se sauver ou généralement il faut les remplacer? Quand on commence à apercevoir le cuivre, comme on voit ici, au niveau du milieu de la bague... On va regarder à quoi ressemble une bague neuve. Par rapport à une bague neuve... Donc voilà. Ça c'est une bague qu'on peut sauver, qu'on peut remonter ou il faut on peut la remonter là. On peut la remonter. Un petit coup de ponçage avec du papier 600 tout autour et on peut remonter la bague. On ne serait pas obligé de la changer. Donc là on va enlever les bagues de friction, on ne prend pas d'outils, on a un peu d'ongles au bout des doigts. Hop. On enlève la deuxième bague. La bague d'appui, donc là on s'aperçoit qu'elle est considérablement usée pour comparer avec une bague neuve. Voilà, donc la bague neuve est à gauche. Là, c'est une bague qui a vraiment été déformée, quoi. Tout à fait. Donc là, il faut la remplacer, c'est obligatoire. On enlève le joint spi, donc pas de précaution, c'est le vieux joint spi, on peut l'abîmer. Le circlips et le cache-poussière. Donc le circlips est très usé, on le voit, par rapport à un circlips neuf. On voit les traces de rouille, donc là on remplace, on ne prend pas de risque. On va profiter donc que le fourreau est démonté pour vérifier s'il n'y a pas d'anomalie, s'il n'y a pas d'accro ou s'il n'y a pas de petits pets. Le problème, si on en trouve, ça va être que le joint spi sera très rapidement taillé et donc voilà, les joints spi vont fuir à nouveau. Donc si toutefois le tube était endommagé, là il va falloir sortir le carnet check et le remplacer. Donc sinon voilà, on sera embêté en permanence. Donc pour les préserver, l'idéal c'est de monter une petite chaussette en néoprène, donc c'est au catalogue de beaucoup de distributeurs et ça permet de faire des économies à ce niveau-là. Prochaine étape, le remontage du joint spi. Donc le joint spi c'est quelque chose de très fragile et on voit qu'ici la gorge des bagues peut endommager le joint spi. Donc là on a un outil vraiment spécifique qui permet donc d'enquiller le joint spi sans l'abîmer. Tout le monde n'a pas ce genre d'outil. Donc on peut utiliser une petite astuce, du scotch très fin. Donc ça va nous permettre d'enquiller le joint spi sans l'endommager. Bien sûr, une fois que le joint spi est en place, on enlève le scotch pour remettre la bague en place. Donc il faut vraiment respecter l'ordre de montage pour... Tout à fait. Donc le premier c'est le cache-poussière. On l'introduit jusqu'au fond. Le circlips neuf. Le fameux joint spi, pareil, on lubrifie à l'intérieur. D'un côté, on va pouvoir apercevoir le ressort. Donc le ressort va aller vers le haut. Voilà, on introduit délicatement la bague qui va derrière. On enlève notre capote de protection ou le scotch qu'on a mis.
la première bague de friction. La deuxième qui va en haut, qui a une petite ouverture là. Il se clipse, voilà, on vérifie qu'elle tourne, c'est bon. Le bras par-dessus. La prochaine étape, qui va consister à remettre en place la bague de friction et les joints spi, nécessite un outil. Donc c'est un cylindre à 2 diamètres qu'on va pouvoir ouvrir. Certains bricoleurs pourront se le fabriquer. Nous, on va conseiller plutôt de l'acheter chez un accessoiriste. Ça peut coûter jusqu'à une 50aine d'euros, mais c'est vraiment un outil indispensable quand on veut faire ses joints spi. Sachant qu'une vidange, c'est chez un préparateur ou chez un revendeur, ça peut tourner aux alentours de 150 euros. C'est une pièce qui est assez vite amortie. Donc voilà, petit outil indispensable. Maxime, comment on se sert de cet outil pour remonter les bagues et le joint spi? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Donc, on prend la partie la plus longue. Donc là, on peut s'apercevoir, c'est pas symétrique. On va pouvoir introduire la deuxième bague de friction. Donc, on se place comme ceci. L'autre demi-cocotte par-dessus. On le serre bien. Et là, on tape, on tapote. On arrive en butée. La bague est au fond. On tire. On prend le joint spi, on l'introduit. Toujours avec beaucoup de précaution le joint spi, hein, c'est vraiment quelque chose de fragile. On change de sens. On prend la partie la plus courte. On serre surtout à ce niveau-là. Et là, on va pousser. Et là, on est en place. Le joint spi est en place. Le circlips qui va derrière, on l'introduit. On finit de le mettre avec un petit tournevis. Donc là, on entend qu'il s'est bien clipsé. On assure le coup, on fait le tour en vérifiant qu'il est bien en place. On fait attention à ne pas abîmer le bras de suspension. Comme on a vu précédemment, on passe un peu de lubrifiant à l'intérieur pour le confort et la longévité. On appuie et voilà, le joint spi est en place. On va pouvoir mettre l'huile. Super facile. On va passer au remplissage de l'huile. Donc, on se réfère au manuel d'utilisation pour connaître les quantités. Donc, on va verser l'huile à l'intérieur du tube, toujours en actionnant le plongeur pour permettre de bien amorcer le système hydraulique. Donc, on essaye de faire un mouvement constant, une force constante. Et on verse doucement. Maxime, maintenant qu'on a rempli, on va vérifier le niveau d'huile et d'air à l'intérieur. Donc comment on procède? Avec un petit réglé? Donc avec un petit réglé, quand on n'a pas l'outil adéquat, on peut prendre un petit réglé. Donc là, on va vérifier la quantité d'air restante. Donc là, on a purgé notre cartouche. La force est constante à l'intérieur quand on l'actionne. Donc on a de l'huile, on aperçoit l'huile. Là, la quantité d'air, on va mettre 110, c'est la valeur d'origine. Donc on prend notre réglé, on l'introduit à l'intérieur et on vérifie dès qu'on voit l'huile qui se trouble du fait de l'entrée du réglé à l'intérieur, c'est qu'on est dedans. Donc là, je vérifie par rapport au haut de ma suspension, on est à 110, donc c'est impeccable. Donc il existe aussi un réglage qu'on peut faire avec le niveau d'huile. Au-delà des réglages suspension avec les clics, on peut régler aussi le niveau d'huile. Plus on met d'huile, plus la suspension sera dure. Moins on en met, plus la suspension sera confortable. Donc voilà, il est possible aussi de jouer sur le niveau d'huile pour les réglages suspension. Allez, on a remonté le ressort, on a remonté le bouchon. On remonte le tube, on le visse, on le dégraisse. Et maintenant, le bras de suspension est prêt à être remonté. La saison est maintenant terminée. Si vous avez suivi à la lettre tous les conseils de ce DVD, normalement, il ne vous reste plus qu'à refaire un petit coup de propre esthétique sur votre moto. Pour la revendre, on peut en faire un aussi en milieu de saison, ça fait toujours plaisir. Donc on va vous montrer une multitude de petits conseils pour donner une seconde jeunesse à votre moto. Donc l'esthétique de la moto, ça passe par les plastiques. Donc c'est des éléments qui vieillissent assez mal, ça se ternit. Donc on n'hésite pas
à investir dans des éléments. Donc on peut acheter de l'origine ou de l'adaptable. C'est pas la même solidité, mais vers ça, l'adaptable ça va plutôt bien. Au niveau de l'esthétique, ça changera pas le problème. Voilà. L'origine est peut-être un poil plus solide. Un kit plastique complet pour une moto, ça coûte aux alentours une centaine d'euros. Une centaine d'euros, et ça donne vraiment un sérieux coup de jeune à la moto. Et voilà. Donc, on va changer le kit plastique, mais on va aussi changer le kit déco, poser un kit déco. Et pour ça, la première des choses, c'est d'avoir les mains propres. Si les mains doivent être propres, le plastique doit être propre aussi avant la pose du kit déco. On va utiliser un dégraissant type dégraissant frein, et on va parfaitement nettoyer le plastique. Donc on va passer à la phase de pose du kit déco. Donc pour ce faire, on va choisir donc un côté sur lequel on va pouvoir vraiment se placer et vraiment calibrer donc la déco, visualiser parfaitement où elle va. Donc on la laisse à température ambiante. Il n'est pas question pour le moment de la chauffer avec le décapeur thermique ou le sèche-cheveux. Ça risquerait de la rendre trop souple et de la déformer, donc de faire des mauvais plis. On enlève un petit morceau d'adhésif dans un premier temps pour pouvoir simplement positionner la déco sur le plastique. On cherche un point d'ancrage qui soit précis. On va suivre la ligne tout en enlevant progressivement la protection sur la partie adhésive. On y va progressivement, on prend son temps, on chasse bien tout l'air. Si on a laissé une petite bulle, pas hésiter à revenir délicatement. Et voilà, la déco est posée. Et ensuite, on va lui faire un petit coup de décapeur thermique pour bien activer la colle et que la déco puisse durer longtemps. Un autre petit détail, Maxime, donc qui peut avoir aussi son importance, c'est les poignées, les caoutchoucs de poignets. Tout à fait. Donc il y a une petite astuce pour le remplacement des poignets, c'est d'utiliser une soufflette. Donc si on n'a pas de soufflette, on a beaucoup de souffle. Mais bon, vu qu'on a une soufflette, on va introduire le bout de la soufflette dans la poignée si elle n'est pas collée. Bien sûr, si on a ligaturé les poignets, on les coupe avant d'enlever la poignée, c'est plus pratique. Et voilà, c'est très facile. Même technique pour le remontage à la soufflette. On peut aussi utiliser un produit genre brake cleaner. Avant de monter la poignée, tout à fait, pour dégraisser. Mais même pour le montage, Maxime, tu sais que ça... Regarde, démonstration. Un petit coup de brake cleaner à l'intérieur. Et la poignée coulisse toute seule. Donc pour redonner aussi un petit coup de jeune à sa moto, on peut s'occuper des repose-pieds. Ce sont des pièces qu'on change rarement au cours de la vie de la moto. C'est des pièces qui s'usent aussi. Donc à l'aide d'une petite lime, on peut redonner un petit coup de jeune sur les dents. Voilà, c'est tout simple. Donc on peut aussi faire des petites retouches de peinture sur le cadre. KTM notamment a à son catalogue la référence exacte. Donc avec ce petit stylo à peinture, voilà, on peut effectuer des petites retouches aux endroits où il y a des frottements. Ça donne toujours un petit coup de jeune à la moto. Pareil pour les jantes noires. Donc c'est vrai que ce sont des pièces qui donnent un aspect sympa à la moto, mais ça vieillit plutôt mal. On a tendance à mettre des coups de démonte pneus. Donc un petit pinceau, un peu de peinture, on fait des petites retouches. Et voilà, ça permet de redonner un petit coup de neuf aux jantes. Donc pour assurer la vente de la moto et lui redonner un second aspect, c'est vrai que c'est mieux d'avoir le maximum de consommables à jour. Donc que ce soit kit chaîne, plaquettes, pneus. C'est vrai que ça évite des négociations interminables. Soignez aussi l'esthétique. On n'hésite pas à mettre un petit coup de Scotch Brite sur toutes les parties métalliques, bien les dégraisser, bien les nettoyer. On peut aussi mettre un petit coup de peinture sur le carter d'embrayage qui s'use aussi avec les frottements. Un petit coup de lime sur la pédale de frein, ça fait pas de mal non plus. C'est important d'avoir aussi un moteur propre, bien dégraissé, que la moto soit parfaitement nettoyée. Et normalement, donc, si votre moto est propre avec des plastiques neufs, des consommables neufs, théoriquement, ça ne devrait pas traîner.